Cette deuxième table ronde, je vous le rappelle, après avoir abordé les grandes tendances du commerce actuel, sera consacrée au paiement comme levier d'efficacité. Donc la mécanique sera toujours la même, comme lors de la première table ronde. Nous aurons une personnalité qui va éclairer cette table ronde. Et puis ensuite, nous débattrons avec nos invités de cette question fondamentale, le paiement, la sécurisation du paiement comme levier d'efficacité. Notre éclaireur d'aujourd'hui, c'est Michel Sapin, l'ancien ministre des Finances, et surtout le père du sans contact. Je vous demande d'accueillir Michel Sapin. Merci beaucoup. J'éclaire alors. Je vous vois un peu dans le sombre. Bon, merci infiniment de m'avoir invité à venir ouvrir cette table ronde. Vous disiez que je suis le père. Ça fait partie de ces politiques, celles qui réussissent, qui ont beaucoup de pères. Et ce type de politique ne réussit que si il y a non seulement la volonté de faire, qui ne vient pas de nulle part, qui vient aussi parce qu'à l'époque, il y a des gens qui réfléchissaient à ces sujets-là, on ne les invente pas d'un seul coup, d'un seul. Puis ensuite, parce que, et surtout, il y a des gens qui mettent en œuvre ces politiques et qui les mettent dans la durée en œuvre. Et s'il n'y a pas la durée pour réussir ce genre de transformation des habitudes, que ce soit du côté du vendeur ou que ce soit du côté de l'acheteur, ça peut être un échec. On a connu, dans des domaines comparables, des échecs sur des situations mal préparées ou mal mises en œuvre. Là, je crois que nous sommes exactement dans le cas inverse d'une politique bien préparée, je l'espère bien décidée et surtout bien mise en œuvre. Je reviens sur le contexte, pas sur le contexte, disons sur le processus lui-même au moment où c'est lancé. On est en octobre 2015, si ma mémoire est bonne, et nous décidons d'en haut, mais avec l'appui de tous ceux qui avaient réfléchi avant aux mécanismes et aux capacités de faire, à la mise en place qu'on appelle une politique nationale, une manière de non seulement décider, mais de s'inscrire dans la durée, puisque le plan qui avait été décidé à l'époque, on est donc en octobre 2015, était un plan qui avait comme horizon 2020. Donc on passe par-dessus, c'est ça les grandes politiques, les échéances électorales, on passe par-dessus les interrogations qu'il peut y avoir sur tel ou tel successeur qui a peu d'importance dans un domaine comme celui-ci, et on s'inscrit sur une durée qui n'est pas tout à fait de 5 ans, mais qui est quand même une durée longue. Et c'est comme ça qu'on donne de la perspective aux acteurs, mais aussi un objectif à atteindre. Il faut que pour 2020, je reviendrai bien sûr sur l'année 2020 qui n'a pas été anodine dans le domaine de la réussite de ces moyens de paiement. Et donc c'est une vraie volonté en soi qui s'inscrit dans la modernisation des méthodes de paiement. Je me souviens très bien avoir à l'époque rencontré les créateurs, les animateurs d'une des start-up, comme on dit moins ça maintenant, vous avez remarqué, les start-up nation, il y en a un peu moins, pourtant on est dans l'endroit, mais qui s'appelait Lydia, comme vous le savez. Vous savez pourquoi elle s'appelait Lydia? Non? Si, vous savez. Vous êtes tous des numismates, spécialistes de la numismatique antique. Donc la Lydia, c'est la Lydie, Lydie, c'est Crésus. Et Crésus, la Lydie est traversée par un fleuve qui s'appelle le Pactole. Et dans le Pactole, on trouvait des petites pépites d'or ou même d'argent, et sur lesquelles Crésus a mis sa marque, et c'était les premières monnaies, en tous les cas dans le monde occidental, qui ont été créées. Donc vous voyez, ce référent quand même à de la nouveauté. À l'époque, avoir un petit objet avec lequel on pouvait payer avec des étalons, si je puis dire, sur la valeur des choses, c'était une nouveauté par rapport à l'échange entre trois vaches, tant de pots de ceci ou d'arc d'autre chose. Donc Lydia qui avait inventé, vous le savez, mais continue aujourd'hui à fonctionner, beaucoup d'autres se sont mis, des moyens de paiement qui étaient dématérialisés. Mais il était absolument décisif que le grand outil de mode de paiement, qui était la
carte en tant que telle, puisse s'inscrire dans un mécanisme comme ça. On ne dématérialise pas seulement parce qu'on paye par Internet, si je puis dire, mais on dématérialise aussi et surtout parce qu'on utilise un moyen qui maintient ce contact qui est fondamental dans le commerce entre quelqu'un qui vous vend quelque chose et quelqu'un qui vous l'achète. Ça, c'était vraiment la volonté de l'époque, soutenue par, et voulue, disons-le, par les grands acteurs dans ce domaine-là, et tout particulièrement, évidemment, dans les acteurs autour du GIE Carte Bleue, dont j'ai pu retrouver ici un certain nombre des acteurs avec plaisir. Mais avec aussi une volonté du côté des professionnels. Là aussi, je salue la présence ici de représentants de ces professions et de grands acteurs économiques qui voyaient qu'il y avait un intérêt profond à cette dématérialisation. Souvent, parfois, on se disait, quand même, quand on a les billets ou les pièces de monnaie, c'est mieux parce que peut-être pas tout obligé de mettre tous les mêmes billets dans la même caisse, et puis on peut... Bon, voilà. Comme on s'inscrivait aussi dans une volonté de modernisation, de sécurisation, ce qui veut dire aussi de sécurisation juridique, j'ose pas dire fiscale, mais aussi fiscale, avec la mise en place de processus, vous en souvenez peut-être, c'est encore aujourd'hui, avec des modalités de calcul comptable qui étaient estampillées par l'administration fiscale, qui leur permettaient de vérifier que voilà, tout ce qui rentrait dans la caisse, même si ça rentrait en billets, n'en sortait pas d'une autre manière. Donc on est dans cette volonté-là, qui n'est pas simplement la modernité, mais qui est aussi une sécurité et, au fond, de faire en sorte que la transaction commerciale soit une transaction transparente, comme elle doit l'être, tout à fait naturellement. Et donc, on lance cette opération que vous connaissez et que vous avez vue. Donc, techniquement, c'est du solide, c'est réfléchi, il y a des acteurs, il y a des opérateurs qui vont mener à bien ce processus lui-même, au point que, vous savez, aujourd'hui, ça devient un mode de paiement très, très naturel et qui va encore s'amplifier dans les années qui viennent. Il fallait aussi, pour réussir cette politique, que le contexte global y porte. On est en octobre 2015. En octobre 2015, on est, dans cette année 2015, dans une période d'attentats terroristes. On est, vous me direz, quel est le rapport? Si, vous allez voir, en termes d'état d'esprit. D'attentats terroristes, il y a eu celui de janvier, le Bataclan n'est pas loin, si je puis dire, et on a une volonté, j'avais une volonté, j'étais le porteur de cette volonté, au niveau international, de diminuer le plus possible les modalités de paiement en liquide, et de connaître le mieux possible les mouvements, parfois même les petits mouvements d'argent qui pouvaient alimenter ce que j'avais appelé l'attentat low cost. L'attentat du Bataclan s'est fait à bas prix et il s'est fait à partir de petits mouvements d'argent qu'il fallait pouvoir vérifier le mieux possible. Donc on est dans un contexte, y compris international, on décide au niveau européen que, ça vient à peine d'ailleurs de se mettre en place en Allemagne, que pas de paiement de plus de 1 000 € en liquide. On est dans un contexte où, au fond, le liquide, qui est quelque chose de précieux, il y a quelque chose de... Je l'ai sous la main, je l'ai éventuellement sous le matelas, qui est un élément... Je touche ma richesse, si je puis dire, devient quelque chose de plus dangereux, quoi. On y voit du danger, y compris du point de vue financement du terrorisme. Ça, c'est aussi un contexte qui a, je crois, été un élément de facilitation. Et alors, évidemment, je n'étais plus là, quand arrive le Covid, où tout le monde a peur de toucher l'autre, où chacun se lave les mains 3 fois par jour, met un masque qui change toutes les 10 minutes, etc., l'idée d'avoir une solution sans contact alors, est totalement, évidemment, en adéquation avec une préoccupation sécuritaire d'une autre nature, évidemment, que le terrorisme, mais malgré tout qui nécessitait des décisions, y compris des décisions qu'on aurait pu juger attentatoires aux libertés, si je puis dire, mais qui étaient rendues parfaitement nécessaires par la situation. Et là, je ne suis pas le mieux placé pour le savoir, mais moi, je me suis mis à ne plus payer que par carte bleue, au point qu'aujourd'hui, comme nous le disions en discutant, j'ai plus un sou en poche. Donc, plus un sou en poche. Et quand quelqu'un me dit, t'as pas 1 € pour... j'ai pas 1 €. Voilà. Et comme ils ne sont pas tous équipés, ceux qui me demandent 1 € de leur système de terminal pour que je puisse payer justement de manière dématérialisée, c'est vrai qu'il y a eu des changements absolument considérables
dans ce domaine. Voilà un peu l'éclairage rapide que je voulais faire, mais à la fois sur le passé. Je redis, hein, c'était quelque chose de très profond qui venait de loin comme besoin. Si vous n'avez pas cette profondeur, vous pouvez décider, ça se noie ensuite dans les complexités qui sont toujours là, techniques, administratives, et ça disparaît dans le sable. Là, ça correspondait aussi à un besoin profond techniquement, commercialement, en termes de sécurité des paiements, mais aussi en termes de fonctionnement de la société, plus globalement, et évidemment, le Covid a été l'apothéose, si je puis dire, de ce besoin, l'expression massive de ce besoin. C'est pour ça que c'est une très belle réussite, dont je suis persuadé qu'elle rencontre aussi un certain nombre de difficultés. Vous vous en souvenez, la principale préoccupation des uns et des autres, c'était que les banques ne fassent pas payer trop cher le dispositif. C'était le cliquet, enfin le cliquet à la hausse, si je puis dire, de l'augmentation de ces modes de paiement. Puisque si vous payez toujours la même somme, quel que soit le montant de votre mouvement, à partir d'un certain chiffre, en dessous, ça devient rédhibitoire. Donc la discussion que nous avions eu à avoir et que j'ai eu à avoir avec les banquiers avait été difficile, évidemment. C'était de baisser le coût de transaction de tout cela. Ça a toujours un coût de transaction, hein, par définition, mais tout ceci est devenu beaucoup plus raisonnable et a permis cette expansion. Donc je pense qu'il doit encore y avoir aujourd'hui des difficultés. Il y a encore des améliorations. On parlait à l'instant avec vous-même. J'étais en Italie il n'y a pas très longtemps, comme ça, pour me promener entre les lacs italiens et Ravenne. Et évidemment, tout se fait sans contact. Mais alors là-bas, la question des 50 € ne se pose pas. Hein. Voilà. Vous mettez votre carte, on vous dit mettez votre code, et puis c'est terminé. C'est pas mettez la carte dedans, puis ensuite... Non, c'est sans contact. On me dit que ça va être bientôt fait. Ici, donc, il y a encore des améliorations, il y a encore et il y en aura d'autres, parce que je pense que dans ce domaine-là, l'inventivité et l'imagination peuvent permettre encore d'avancer. Voilà, mon éclairage, on peut comprendre que ce qui existe aujourd'hui, que quand on a une bonne vision du passé, rien ne se crée en un instant aujourd'hui, mais il faut aussi avoir cette modestie quand on a lancé quelque chose, de savoir qu'il ne suffit pas de le lancer pour que ça se fasse. Et donc, merci infiniment à tous ceux qui, ici présents ou hors de cette salle, et en particulier aussi à tout ce tissu commercial français qui s'est vraiment mis dans le bain, d'avoir permis cette belle réussite qui, je crois, est une de ces politiques qui sont plébiscitées par les Français, c'est-à-dire qui n'ont plus aucune importance, parce que les politiques qui réussissent n'ont aucune importance, vous le savez. Il n'y a que les politiques qui sont en échec, ce qui peut arriver. Bon, donc de celle-là, je crois que nous pouvons être fiers les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous en prie, installez-vous. Peut-être juste où vous voulez. Merci, Monsieur le Ministre. Ah, donc, on va attaquer cette table ronde sur le paiement comme levier d'efficacité. Je voudrais appeler sur cette scène Amandine de Souza, la directrice générale du Bon Coin, Cécile Barato, qui est la directrice des affaires publiques de Cdiscount, et puis Jean-Raymond Dumas pour U2P, les entreprises de proximité. Venez me rejoindre. Très bien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Je vais commencer avec vous, Michel Sapin. J'ai écouté avec grand intérêt ce que vous venez de dire sur un peu la genèse de Sans Contact. Mais quand, en octobre 2015, vous imaginez ce dispositif, dès le 1er janvier 2020, les terminaux de paiement électroniques vont fonctionner. Bon, je vais vous poser la question directement. Vous n'avez pas eu peur de l'échec? Vous ne trouvez pas que c'était un peu quand même ambitieux? Ou alors, comme on dit parfois dans des partis politiques structurés, là où il y a une ambition, il y a un chemin, et ce qui est important, c'est la décision politique. Alors, si je vous dis que c'était la première de mes préoccupations dans cette période et que c'était le seul sujet qui occupait mes jours et mes nuits et mes collaborateurs, je vous mentirais. Je ne sais pas quoi, au même moment, il y avait la question de savoir si la Grèce n'allait pas sortir de l'euro et de l'Europe. Bon, voilà, donc j'essaye de le relativiser. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des décisions où la volonté politique est absolument fondamentale. Je parle de la Grèce, par exemple. Là, on est dans du rapport de force et du rapport de force politique. Et il y a des décisions comme celle-là, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais dont on sent qu'elles viennent de loin et qu'elles sont portées par la société et qu'elles vont
prospérer d'elle-même. Je veux dire par là que c'est pas. Quand je dis la réussite, c'est la réussite de ceux qui l'ont mis en œuvre. Je ne dis pas ça juste comme ça pour vous faire plaisir, mais c'est parce que je le crois profondément. Et donc ça, c'est typique de ces décisions qui vous arrivent quand vous êtes ministre, déjà très maturé, très travaillé, où il y a besoin, en particulier dans la relation avec les grandes banques françaises, je dirais, d'une volonté politique pour faire bouger, évoluer les choses, mais dont vous savez ensuite qu'elle va être mise en œuvre, pas par vos services, pas par vous-même, mais elle va être mise en œuvre par la société elle-même. Moi, pardon de faire des allusions personnelles, mais je suis de ceux qui considèrent qu'on ne transforme pas la société par la loi ou par le décret, même s'il faut des lois et des décrets, mais qu'on ne transforme la société que quand la société elle-même est moteur de cette transformation. La réforme que vous imposez sans que personne ne soit d'accord, c'est arrivé, ça peut arriver encore, mais elle ne prospère pas, hein, et à un moment donné, elle s'arrête. La réforme qui a été bien discutée, on parlait de dialogue social avec vous-même, qui a été bien discuté entre les partenaires sociaux quand il s'agit de réformes dans le domaine, par exemple, du droit du travail, ou qui a été bien discuté par les partenaires, en l'occurrence dans le domaine du paiement et de la sécurité, c'est une réforme qui va réussir, parce qu'après la décision politique, parfois il n'y a pas eu besoin, il y a dû y avoir quelques arrêtés que j'ai dû signer, mais il n'y a pas eu besoin de loi, ou il n'y a pas besoin, après la décision politique, elle va se mettre en œuvre parce que c'est l'intérêt profond, l'intérêt partagé des acteurs. Et c'est typiquement ce domaine-là. Au fond, pour répondre à votre question, quand vous êtes ministre, vous êtes dans le coup pendant la semaine où vous préparez et où vous faites, vous annoncez, vous parlez et vous suivez. Mais ensuite, vous savez que, voilà, vous vous informez, vous dites alors où on en est. Bon, mais 2016 arrive, après 2007, 2000. La perspective, c'est 2020. Donc, tout ce qui s'est passé entre 2017, si je puis dire, et 2020, c'est pas moi, c'est d'autres. Et ça s'est très bien passé. Et je pense pas que ça a obnubilé mon successeur, qui se trouve être toujours encore, peut-être pas pour très longtemps, le ministre de l'économie et des finances. Alors, Cécile Barato et Amandine de Souza, ne le prenez pas mal, hein, je ne suis pas un cuistre du tout. J'aurais dû commencer par vous donner la parole, mais je vais continuer à donner la parole à un homme. Et je vais vous dire pourquoi, parce que moi, j'aimerais avoir le retour d'expérience peut-être des entreprises de proximité. On parle du sans contact, on parle d'efficacité, on parle de sécurisation. Globalement, est-ce que vous pouvez nous faire ce retour d'expérience? Qu'est-ce que ça a facilité? Quel type de problème ça a posé auprès de vos adhérents? Bonjour à tous. D'abord, j'ai déjà présenté l'ULDP, qui on est. On est quand même 3,7 millions d'entreprises, TPE, PME, avec 4 organismes, la CAPEB qui est dans le bâtiment, la CNAMS qui est dans les entreprises de services, la CGAD qui est tout l'alimentaire, et il y a quelques années, l'UNAPL qui nous a rejoints pour les professions libérales. Et donc 119 organisations professionnelles pour l'UDP. Donc ça veut dire qu'on est quand même, des entreprises assez volontaires, des petites entreprises. La carte a été pour nous, bien sûr, une avancée de paiement. Et dessus, ça nous a permis d'avancer pour le commerce aussi. Mais est-ce que ça a posé des questions particulières auprès de vos adhérents? Est-ce que, suivant les secteurs que vous représentez, les interrogations ont été différentes? Est-ce que d'emblée, on s'est dit c'est le bouclier absolu pour la sécurisation des paiements, c'est une efficacité de trésorerie? Si vous deviez rentrer un peu plus dans le détail de la façon dont cette nouvelle technologie, à l'époque, a changé les moyens de paiement et peut-être même la trésorerie des entreprises. Ça a été plus difficile pour nous, pour les petites entreprises, de s'adapter. Pourquoi? Parce qu'on est des entreprises de 1 ou 2 salariés et des patrons qui sont à leur cœur de travail. Donc oui, ça a été compliqué de suivre le mouvement, de s'adapter à chaque moment de changement de paiement. Oui, ça nous a sécurisé les paiements aussi. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, suivre
Cette évolution, bien sûr, il faut le suivre parce qu'on perdrait des clients. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, pour nos entreprises, c'est quand même compliqué de suivre tous ces mouvements de paiement en permanence. Parce qu'on n'a pas forcément le temps, on est contraint à pouvoir le faire, quoi. Madame de Souza, alors on va changer de dimension d'entreprise, on va changer aussi de moyens de distribution, puisque vous êtes la directrice générale, je le rappelle, du Bon Coin. Le Bon Coin, pour moi, c'était au début une simple plateforme. Et puis c'est devenu une plateforme, j'allais dire, transactionnelle, en fait. Quel type de défi vous avez dû relever pour passer de l'un à l'autre, et comment le paiement sans contact vous a facilité ou peut-être gêné à un moment donné pour passer de cette nature de plateforme à l'origine qui était le Bon Coin à une plateforme, disons, de transaction financière? Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Le Bon Coin, en quelques mots, on a 18 ans, donc on est une vieille boîte tech et une jeune boîte de distribution. Un Français sur deux se connecte sur la plateforme chaque mois. On est vraiment dans le quotidien des Français et des Françaises sur plus de 75 catégories. Et dès l'origine, Le Bon Coin a été fondé vraiment sur la transcription d'un modèle physique de petite annonce dans les journaux à sa version digitale. Assez vite, le paiement est arrivé sur la plateforme puisque pour booster vos annonces, c'est-à-dire leur donner plus de visibilité, pour les améliorer en contenu, en mettant plus de photos quand vous vendez, par exemple, un bien immobilier, vous avez pu avoir accès à des solutions de paiement. Mais c'était assez simple et on n'était pas en compétition avec des acteurs du e-commerce. C'est finalement assez récemment, en 2018, qu'on a eu un vrai changement de modèle et on est passé d'un modèle vraiment média petite annonce à un modèle transactionnel. Pourquoi on a fait ça? C'est que, évidemment, sur le bien de consommation, l'idée quand même fondamentale du Bon Coin, c'est que dans 80% des cas, vous allez pouvoir acheter ou vendre le produit à quelqu'un qui est proche de chez vous. Et donc vraiment un minimum d'impact sur la planète. Mais si ce n'est pas le cas, de pouvoir le faire en faisant voyager ces produits de seconde main dans toute la France. Et pour le faire de façon sécurisée, le paiement, évidemment, est une clé pour la conversion et l'accélération qui est majeure et qui fait partie vraiment intrinsèque du développement de cette plateforme transactionnelle. Donc assez vite, on a mis en place un PSP avec Adyen. Et de là, toutes les solutions de paiement. La majorité des paiements se font aujourd'hui par carte bancaire, mais on est venu aussi avec des solutions de wallet pour sécuriser encore plus ces paiements sur la plateforme, mais aussi pour rester dans notre propre écosystème et pouvoir réutiliser cet argent à reconsommer sur le Bon Coin. Et puis Apple Pay, bientôt PayPal. Donc on suit évidemment les tendances poussées par les demandes de nos consommateurs qui, eux, nous disent, si vous voulez, moi, me convertir et faire en sorte que je vienne à la seconde main, puisqu'aujourd'hui, un des freins de ce passage à l'achat de seconde main, c'est souvent sur les sujets de fraude. Et donc, c'est dans ce sens-là où on a pu largement accélérer grâce à toutes les solutions innovantes autour du paiement. Alors, Madame de Souza, juste une question supplémentaire. Bon, on voit bien que sans carte bancaire, sans ce type de paiement à distance, finalement, des sites aussi connus, on va parler de Cdiscount aussi, bien sûr, qui est une autre grande signature, mais n'auraient pas pu connaître l'envol qu'ils ont connu, par définition. C'est pas en payant en liquide que des plateformes transactionnelles pouvaient se développer. C'est une lapalissade, mais il faut la rappeler. Mais ma question, on parle de sécurisation, donc on a tout à chacun, je pense, ici, dans cet auditorium, déjà acheté des choses sur le Bon Coin, sur Cdiscount ou ailleurs, ou sur d'autres sites. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que mon mode de paiement est totalement sécurisé? Est-ce que je peux faire confiance au site? Est-ce que mes données vont pas être revendues? Est-ce que je vais pas recevoir un faux mail qui va m'indiquer que je suis sur le point de commander quelque chose que je n'ai jamais commandé? C'est des questions aussi que les gens se posent quand ils commandent sur les sites, et vous le savez bien. Comment vous les rassurez, vos clients?
Alors c'est vrai qu'assez rapidement, on a eu une très forte croissance, puisque en 2023, c'est plus d'1 milliard d'euros de volume d'affaires qu'on a fait sur Le Bon Coin, donc en nous plaçant très rapidement dans le top 10 des acteurs du e-commerce. Donc évidemment, c'est pas sans poser de questions. Déjà, malgré toutes les initiatives qui sont mises en place, et vraiment on a travaillé sur toute une palette de solutions pour vraiment sécuriser le compte client, l'authentification, s'assurer que tout se passe dans l'écosystème du Bon Coin, et c'est pour ça que le paiement est une brique extrêmement importante. Assez naturellement, la fraude est associée à un échange entre particuliers. Donc oui, on doit absolument rassurer. Donc on a déjà plus de 40 personnes qui travaillent sur le paiement en tant que tel au Bon Coin, dans les équipes produits et tech. Et à côté de ça, on a des équipes fraude aussi qui sont extrêmement nombreuses au sein du Bon Coin pour vérifier sur tous les pans, parce qu'on traite évidemment de la donnée sensible et sur les données de paiement encore plus sensibles. Donc tous les sujets de tokenisation, d'authentification biométrique, c'est des sujets qui nous aident. On n'est pas seul, on s'appuie sur des partenaires et c'est là où on a besoin vraiment de toute l'innovation de cette industrie bancaire et financière. Et grâce à ces fintechs, à ces plus anciennes entreprises qui se réinventent sans cesse et nous proposent des solutions, on arrive de plus en plus à sécuriser, à rassurer les consommateurs qui, eux, veulent en fait ne plus s'apercevoir qu'ils paient, tout en ayant la transparence totale et la sécurité complète de leurs transactions. Ce qui serait la facilité achevée pour tous les sites de grand commerce, c'est que, évidemment, le client, le consommateur n'ait plus l'impression, en fait, qu'il doute de la sécurisation ou de l'utilisation de ces données. Ce serait la fluidité absolue. Bon, mais il y a encore quelques sujets. Alors, autre signature, évidemment, très connue, Cdiscount. Cécile Barato, directrice d'affaires publiques de Cdiscount. J'aimerais quand même que peut-être vous nous rappeliez les principales caractéristiques et surtout que vous nous parliez d'investissement, d'innovation, on en parlait tout à l'heure, les fintechs, les développements pour sécuriser les paiements, pour tout ce qui tourne autour sur ces sujets-là de Cdiscount. Merci. Oui, alors effectivement, Cdiscount est né il y a 25 ans. Et le premier enjeu qu'on a eu, c'est effectivement un enjeu de confiance, puisqu'à l'époque, le e-commerce n'était pas très développé. Donc, on a été un des pionniers qui a amené finalement le e-commerce dans les foyers des Français. Et pour faire ça, il fallait développer la confiance. Donc, ça a été d'abord des promesses clients. Donc, ce qui paraît le plus évident, c'était la livraison. Mais pour le coup, le paiement, c'était effectivement très important. Il n'y a pas de plus grand critère de confiance pour un internaute, évidemment, pour acheter en ligne. Donc, on a beaucoup investi dans une infrastructure de paiement qui est robuste et résiliente et qui a 99,95% de taux de réponse. Je sais que le 95 est important, on me l'a rappelé. Donc, je le rappelle, avec une certification PCI DSS depuis déjà 2011, qui est renouvelée tous les ans. On a été le premier e-commerçant européen à l'avoir. Et puis beaucoup d'investissements sur les services qui sont liés au paiement. Donc la première chose pour nous, ça a été dès 2004 le lancement du paiement en 4 fois. C'est un véritable service au client avec une grosse technologie développée derrière qui est encore renforcée par l'IA avec des algorithmes de solvabilité qui ont fait de Cdiscount un acteur vraiment reconnu, notamment par les consommateurs, comme finalement une plateforme sur laquelle on peut bénéficier d'une facilité de paiement pour gérer sa trésorerie, pour faire face à un paiement imprévu. Et aujourd'hui, il y a près de 40% de nos ventes qui passent par le paiement fractionné. Donc c'est assez important. Ça a été aussi le développement dès 2009 du paiement en un clic, puisque l'évolution du e-commerce, c'est aussi l'évolution du m-commerce. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent évidemment leur téléphone pour acheter. Donc c'était absolument essentiel de proposer une expérience client qui soit fluide. Et au final, chez Cdiscount, on est allé au bout de cette logique. On a créé une filiale qui s'appelle Cnovapay, qui est agréée par la CPR. Donc chez nous, maintenant, dans notre groupe, nous avons une véritable fintech qui s'occupe du paiement. Donc pour nous, ce sont vraiment des innovations et des investissements tout au long, finalement, de notre existence. Monsieur le ministre, tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, on a parlé à la fin de la précédente table ronde du développement exponentiel de l'intelligence artificielle, la sophistication des moyens technologiques. Je sais que vous êtes attaché par construction personnelle à l'éthique citoyenne. Est-ce que la sophistication, la question des données personnelles, la liberté de pouvoir consommer ou de ne pas pouvoir consommer, avec ce développement de l'intelligence artificielle, vous inquiète ?
je ne sais pas si la question est facile à poser, mais la réponse est plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de sujets dans votre question. Évidemment, toutes ces questions de sécurisation, d'éthique, parce que derrière la sécurisation, il y a l'éthique, toute cette question du phishing à partir d'informations qui ont pu être piochées par-ci, par-là, et donc de la sécurisation, non seulement au moment du paiement, mais dans la vie ensuite quotidienne des acteurs, et en particulier des acheteurs, c'est quelque chose de fondamental. On n'est pas simplement dans une forme d'éthique, mais on est vraiment dans une forme de sécurité du fonctionnement de la société. Comme si vous pensez qu'à chaque fois que, maintenant c'est moins souvent le cas, vous avez me présenté un billet, et si immédiatement on s'interroge pour savoir si le billet est bon ou pas bon, et on vous le refuse, bon, tout ça devient quelque chose de... c'était quelque chose qui pouvait être un ralentisseur au développement de l'économie, et donc c'est décisif. Et ça l'est pour tout le monde et c'est légitime. Alors après, vous introduisez la question dite de l'intelligence artificielle. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'en français, pas en anglais, on l'appelle intelligence. Donc en anglais, c'est la CIA, c'est pas l'agence intelligente, hein. C'est l'agence qui cherche des informations, qui cherche... Bon. Et donc là, c'est le traitement de l'information. C'est un traitement encore plus rapide, massif, moderne que le traitement qui pouvait exister auparavant. Et ben, ce traitement-là, qui ne remplace pas l'intelligence française, enfin de chacun des Français, qui ne doit pas lancer ce débat pour savoir si la machine est plus intelligente que l'homme. Non, c'est l'homme qui est créateur, mais la machine aide, et elle aide de manière encore plus performante. Donc oui, l'intelligence artificielle, ce qu'on a l'habitude malheureusement d'appeler l'intelligence artificielle, c'est un des outils aujourd'hui pour renforcer la sécurité, renforcer la qualité de la relation entre les consommateurs ou les vendeurs et les acheteurs. Donc, le problème ensuite de l'intelligence artificielle, c'est à quoi ça sert, à quoi on l'utilise. C'est là qu'il y a de l'éthique. Enfin, si on utilise l'intelligence artificielle pour renforcer cette sécurité de confiance, on est vraiment dans le bon domaine. Après, hein, comme toutes les nouveautés, et à un moment donné, il y a des gens qui veulent gagner de l'argent de manière malhonnête, qui vont utiliser l'outil. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait des régulations, des réglementations, mais c'est sur l'usage, c'est pas sur la mécanique elle-même qu'il faut réguler, c'est sur l'usage lui-même. Et s'il y a bien un usage où il ne faut pas réguler, c'est dire l'utilisation de ces nouveaux outils, c'est bien dans le domaine de la sécurisation des transactions. Jean-Raymond Dumas, alors, les TPE et les PME que vous représentez, bon... On l'oublie souvent, hein, mais c'est elles qui créent de l'emploi dans ce pays. Hein. Ce n'est pas les grands groupes du CAC 40 qui, en général, délocalisent leur emploi. Comment est-ce que la multiplication des solutions dont on parle, là, l'émergence de l'intelligence artificielle, alors j'ai bien aimé la digression du ministre, parce que souvent les scientifiques ont une confiance absolue, et j'ai en tête, parce que je voulais le dire, ce mot que j'avais trouvé génial, enfin génial pour un scientifique de Joël de Reneuil, qui avait dit de toute façon, bon, l'intelligence artificielle c'est compliqué, mais il faut préférer l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle. Bon, je ferme la parenthèse. Mais comment pour les TPE ou les PME, la complexité, notamment avec les développements de l'intelligence artificielle, peut être mise en place, peut être cadrée par des entreprises, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont parfois un ou deux salariés? C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous tétanise, qui vous rassure pour le développement des différents secteurs que vous représentez? Non, bien sûr que ça nous inquiète, et ça ne nous inquiète pas. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter aux nouvelles fonction de paiement. Si on ne suit pas, on perd notre clientèle. Donc il faut s'adapter. C'est simplement, c'est une belle évolution, c'est une sécurité, c'est l'avenir de demain. Puis on ira, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en aura d'autres qui vont arriver de mode de paiement. C'est simplement que pour nous, oui, c'est la complexité de le mettre en place, parce qu'on n'a pas forcément d'interlocuteurs, on n'a pas le temps forcément de le faire. Maintenant, il faut passer par... Des moyens parfois pour les TPE. Des moyens. Il faut passer par des services spéciaux. Donc, vous les appelez, vous attendez un laps de temps, ils ne peuvent pas vous prendre. Je vous rappelle à telle heure, au moment où on a plein d'actions dans nos commerces.
Donc c'est ça la complexité. Après, il faut qu'on suive le mouvement. Pour notre TPE, bien sûr, c'est un avenir aussi. Il faut, parce que si on, comme je vous l'ai dit, on perd une part de marché si on n'a pas à présenter ça à nos clients. Donc il faut qu'on continue. Donc après, il faut qu'ils soient informés aussi de tous les moyens qu'il y a de paiement. Nous, par notre biais de communication de la CGAD, on informe pour l'alimentaire, j'entends. On informe nos acteurs. Mais ils ne sont pas forcément toujours prévenus autant qu'il le faut et puis le moment qu'il le faut. Donc voilà, c'est quand même un peu plus compliqué pour nos petites entreprises. Et vous pensez que ce saut technologique va être plus compliqué que de passer, comme le rappelait Michel Sapin tout à l'heure, du liquide au sans contact? Ça va être un saut technique qui va être encore plus important que de passer du paiement en billets ou en pièces à celui du sans contact, ou pas? Non, de toute façon, comme monsieur le ministre l'a dit, le liquide, on n'en a pratiquement plus. Donc, les gens ne l'utilisent plus. Donc, non, c'est pas plus compliqué. Non. On va dans le bon sens. Madame de Souza, on le disait dans la première table ronde, hein, il y a un marché qui prend beaucoup d'ampleur, c'est ce qu'on appelle la seconde main au global. Parce que les nouvelles générations veulent consommer mieux. Elles veulent donner un sens à leur travail, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est génération X ou Y, et pas seulement avoir un salaire. Elles veulent savoir pourquoi l'entreprise fait du bien aussi, et notamment s'inscrit dans la transition écologique. Comment, sur une plateforme transactionnelle comme la vôtre, vous allez passer du produit neuf au produit de seconde main? Est-ce que ça pose, en termes de paiement, mais pas que, des difficultés que vous appréhendez? Alors, sur le Bon Coin, vous n'avez pas de produit neuf. Non. Les quelques produits neufs que vous pouvez trouver, il y en a. C'est des produits qui ont été achetés par des utilisateurs et qui sont revendus sans avoir été forcément portés. Oui. Mais en tout cas, c'est pas comme un site classique, on va dire, de B2C avec du neuf sur la plateforme. Nous, ce qui nous anime vraiment, c'est de travailler à la circularité justement de ces produits qui, apparemment, ils ne sont pas tombés chez la bonne personne si ils n'ont pas été portés, pas été utilisés, et comment ça peut servir à d'autres. Et donc, on est vraiment une alternative, soit à ne pas jeter les produits pour les vendeurs, soit ne pas acheter neuf justement pour les acheteurs. Évidemment que les enjeux de consommation plus responsable, c'est vraiment ce qui anime nos utilisateurs, mais avant ça, quand même, c'est la capacité à acheter moins cher, et c'est vraiment l'accessibilité. Mais Madame de Souza, pardonnez-moi, oui. je parlais de produits neufs parce qu'aujourd'hui, il y a la seconde main qui se développe. Oui. Comment est-ce que sur un site comme le vôtre, si on veut acheter de la seconde main, on va être précisément certain de ne pas acheter un produit neuf qui n'a pas été porté ou qui n'a pas été utilisé? C'est plutôt le sens de ma question. Ah pardon. Alors, c'est spécifié. En fait, là, c'est au moment du dépôt de l'annonce où vous allez pouvoir acheter des produits qui ont une étiquette ou pas une étiquette. Enfin, au moment du dépôt d'annonce, on essaie de pousser les utilisateurs à donner un maximum d'informations et donc l'état d'usage du produit qui peut être de jamais porter jusqu'à porter plusieurs fois. Et en fait, juste pour revenir sur cet enjeu de sécurisation, ensuite, nous, on a des algorithmes assez poussés pour lutter contre la contrefaçon, par exemple. Donc, on utilise déjà beaucoup l'IA. Et ensuite, sur la sécurisation pour donner confiance, évidemment, c'est là où le paiement intervient. Et on le voit, je le disais tout à l'heure, on a encore 80% de nos échanges qui se font en face à face, où vraiment les deux personnes se rencontrent pour faire l'échange du bien. Et on a en fait une solution pour, même sur ces échanges-là, avoir un paiement sécurisé, puisque les personnes n'ont pas forcément envie d'avoir du liquide, payer en liquide dans la rue, dans un parking, enfin là où les personnes vont se rencontrer. Et donc, vous pouvez faire le paiement directement sur la plateforme, de façon sécurisée, et au moment où tout le monde s'entend sur le produit est conforme à mes attentes, vous libérez le paiement sur la plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui est en très forte accélération chez nous. Mais globalement, le développement de la seconde main, c'est un facteur exponentiel d'accroissement pour le chiffre d'affaires du Bon Coin. C'est aussi des concurrents supplémentaires. Comment est-ce que vous appréhendez cette tendance qu'on a décryptée tout à l'heure dans la première table ronde, qui est très marquée? On parlait d'économie circulaire aussi. Quand on achète un meuble, on paye un petit plus
parce qu'un jour, quand on se séparera de son meuble, on le donnera aux institutions qui sont spécialisées dans le retraitement circulaire des meubles. C'est une concurrence supplémentaire pour vous? C'est un danger pour vous, au-delà de la question de la sécurité? Ah bah, la concurrence pour un acteur comme Le Bon Coin, elle est évidemment partout, puisque sur le bien de consommation, on a d'autres catégories, l'immobilier, l'automobile, mais vraiment si je me concentre sur le bien de consommation, on a la concurrence du neuf déjà. Et c'est vrai que si on vient sur Le Bon Coin pour des questions de pouvoir d'achat et de consommation plus responsable, mais déjà de pouvoir d'achat, avec l'arrivée d'acteurs asiatiques notamment, on a de la concurrence qui est partout. Maintenant, il n'y a pas une journée sans qu'une marque ou un distributeur s'intéresse à ces sujets de seconde main, poussé par le réglementaire, poussé pour avoir une meilleure maîtrise de sa marque et ses produits de bout en bout, poussé par les consommateurs aussi qui s'intéressent sur ces sujets-là. Et pour moi, c'est une opportunité folle pour Le Bon Coin d'accompagner aussi ces professionnels. Ils peuvent le faire dans leur écosystème et ils le font. En général, vous avez un onglet supplémentaire sur leur site e-commerce, mais il n'y a pas toujours le trafic nécessaire. Comme nous, on a un Français sur 2 qui se connecte sur la plateforme par mois, ils peuvent aussi le faire avec nous. Et c'est des exemples qu'on a par exemple avec Auchan ou Boulanger qui mettent à l'échelle du magasin les produits de seconde main ou les modèles d'exposition abîmés, et en fait ça leur génère du trafic directement dans le magasin ensuite avec des clients qui étaient peut-être pas leurs clients d'ailleurs historiquement et qui viennent chercher ces produits-là. Madame Barato, je vais également vous poser une question. J'aimerais aussi tout à l'heure interroger le ministre sur la limite des politiques nationales. Quand on parle de grands sites internationaux, et on parlait tout à l'heure de RSE et de respect des productions, on n'a pas les mêmes normes et ça pose évidemment un problème. Mais Madame Barato, juste pour revenir au paiement, comment est-ce que ces discounts en matière de sécurisation, voilà, on est sur des cas concrets, de souveraineté, comment est-ce que vous avez relevé tous ces défis, peut-être en vous confrontant aux mêmes interrogations, aux mêmes problèmes que Bon Coin, ou bien vous avez eu affaire à des spécificités, à des difficultés, à des défis différents? Quand on fait du e-commerce, déjà, on n'est pas sur un marché totalement domestique. On est à l'échelle de l'Europe. On a une réglementation qui est principalement européenne. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important de noter, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Dumas, c'est la difficulté aussi pour les commerçants d'appréhender toutes ces règles. C'est difficile pour les petits commerçants. C'est aussi un enjeu pour les gros commerçants. Parce qu'en fait, on se retrouve face à des réglementations qui concernent au premier chef les acteurs du paiement, sur lesquels les commerçants ne sont pas forcément sensibilisés ou pas forcément informés, alors qu'ils arrivent au bout de la chaîne. Et vraiment, on est l'endroit où tous les impacts arrivent à la fin. Donc un exemple vraiment bon à donner, c'est celui de l'authentification forte des paiements, qui était une évolution, je pense, attendue, nécessaire pour lutter contre la fraude en ligne, mais qui a pas été neutre du tout pour les e-commerçants. Il y a un rapport de la Commission européenne qui est sorti l'année dernière qui disait que à 2023, l'impact pour le e-commerce était de 33,5 milliards en Europe, donc ce n'est pas rien. En fait, on a demandé aux consommateurs de changer leur façon de payer en ligne. Donc il y a eu et 33 milliards, c'est quel impact? Ça, c'est l'impact. C'est une fois qu'on a retiré le bénéfice de la lutte contre la fraude, okay. C'est en fait la chute de transformation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se sont retrouvés avec des frictions supplémentaires. On n'a pas utilisé encore trop le mot friction, mais c'est important, puisque la question du paiement en ligne, c'est est-ce qu'on propose aux consommateurs, finalement, donc une expérience sécurisée, on en a beaucoup parlé, mais aussi et surtout une expérience fluide. Parce que quand vous mettez trop de friction, et c'est clairement le parcours, la place du parcours client, le paiement dans lequel il y a le plus de risques de friction, c'est là que vous avez des abandons, en fait, et que vous avez du coup une chute de la transformation. Et ça, c'est évalué à l'échelle européenne? Exactement, 33,5 milliards à 2023. Donc je pense que le chiffre a augmenté parce qu'on a vu une inflexion, parce que évidemment et heureusement les banques ont beaucoup informé leurs porteurs, les ont acclimatés ces nouvelles solutions de paiement, enfin ces process d'authentification forte. Malgré tout, nous, on constate qu'il y a toujours une baisse. Donc, on a été clairement impacté. Aujourd'hui, il y a un nouveau paquet paiement qui arrive au niveau de la Commission européenne. Pour nous, ça nous paraît important que ce paquet, justement, remédie à certains de ces effets négatifs. Il ne s'agit pas de revenir sur l'authentification forte. Il y a beaucoup d'efforts d'investissement qui ont été faits aussi bien par les établissements bancaires que par les commerçants pour mettre en place cette mesure de protection du consommateur. Mais il y a sans doute des corrections à faire.
Par exemple, permettre que toutes les exemptions à l'authentification forte soient vraiment mises en œuvre, que les conditions des exemptions, c'est-à-dire les cas dans lesquels les commerçants peuvent proposer, avec l'accord des banques, un paiement sans friction, soient compréhensibles pour les commerçants, et ce qui n'est pas toujours le cas. Permettre en fait des solutions de délégation d'authentification pour reprendre la main sur le parcours client. CB le propose avec Je pense que vous Déconnect, avez raison, on notamment. n'a pas assez parlé des frictions et j'aimerais que peut-être qu'on les évoque parce que c'est important. Quand je commande un bouquet de fleurs pour ma mère, par exemple, sur un site, j'ai 4 étapes. J'ai le numéro de ma carte bancaire, j'ai la validité de ma carte bancaire, j'ai le code qui est derrière ma carte bancaire et parfois je dois aller sur le site de ma banque pour avoir le code qui me donne la possibilité de faire mon achat. Bon, alors quand c'est la fête des mères, évidemment, j'y passe du temps. Les frictions ne me découragent pas. Mais vous avez raison, c'est un sujet pour les consommateurs que nous sommes tous. Quel autre type de friction, peut-être, mesdames, existe-t-il qui sont un handicap au développement du e-commerce ? Là, je pense que c'est la principale. Le paiement, c'est clairement la principale. Après, là, vous parliez du code que vous obtenez sur votre application bancaire. Bon, bah, ça, c'est l'authentification forte. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui vise à lutter contre la fraude. Le sujet de la lutte contre la fraude, on en a un petit peu parlé, est absolument clé. C'est un enjeu aussi bien pour les consommateurs que pour les banques, que pour les commerçants. Le sujet, c'est qu'en fait, cette bataille ne sera jamais terminée. Forcément, vous créez une barrière. Mais plus on va développer les technologies, pardonnez cette question de Béotien, est-ce que plus on va développer les nouvelles technologies, est-ce qu'on ne va pas multiplier les sujets de friction ? Les sujets de friction non, je pense que le but de la technologie, c'est justement de rendre les choses plus fluides. Ça devrait rendre plus fluide. Après, c'est plutôt aussi la réglementation qui va créer des sujets de friction, des occasions de friction. Mais vous parliez du développement des nouvelles technologies. Elles nous sont utiles pour sécuriser les paiements et pour limiter les frictions, mais elles sont aussi utilisées par les fraudeurs. L'IA est aussi utilisée par les fraudeurs. Donc aujourd'hui, on a cet enjeu-là. Et je pense que la réponse doit être une mobilisation globale de l'écosystème. Ça ne veut pas dire que les établissements bancaires ou les prestataires de paiement, ça veut aussi dire les e-commerçants qui ont aussi un rôle à jouer là-dedans, grâce à un meilleur partage de l'information, notamment avec les banques, parce que nous, en fait, on a une vraie connaissance de nos clients. On a de la donnée et on peut participer assez activement justement à cet effort de lutte contre la fraude. Alain de Souza, vous avez évalué, vous, au Bon Coin, combien de clients, d'acheteurs potentiels se découragent parce qu'il y a trop de friction, parce qu'on leur demande trop de choses. On parlait de 30 milliards et demi quand même d'euros à l'échelle européenne, hein, c'est pas rien. Hein. C'est pour ça on essaie d'avoir des nouvelles solutions qui... alors peut-être vous n'achetez pas assez de fleurs parce que vous pourriez avoir enregistré votre carte sur ce site-là, vous pourriez peut-être payer par des solutions qui permettent de ne pas avoir tous ces sujets. Si, j'ai anniversaire et fête des mères. Donc moi je suis pour l'authentification forte parce qu'en fait c'est vrai que c'est rassurant d'avoir une... D'accord, oui. Mais donc, la façon de le faire, c'est pour ça qu'on a développé notamment le wallet, donc le portefeuille sur le digital sur le site, et ce que font beaucoup d'acteurs, pour, sécuriser, avoir cet argent disponible. Et si vous êtes un client récurrent du Bon Coin, vous avez cet argent à disposition pour racheter ultérieurement. C'est ça, c'est Apple Pay. Enfin, il y a beaucoup de solutions pour PayPal éviter ou d'autres. Exactement, éviter d'avoir à re-rentrer ces codes qui est, c'est vrai, assez pénible. Et c'est là où il y a le plus grand drop au niveau du panier. Donc c'est vraiment par les acteurs partenaires qu'on arrive à améliorer ces sujets-là. Et l'IA là-dedans joue aussi un très grand rôle. Monsieur le ministre l'a dit, mais de détection de la fraude, et dans l'autre sens aussi d'impact business très fort, puisque grâce à l'IA, on peut avoir aussi des communications beaucoup plus personnalisées, et donc utiliser aussi et pousser les bons moyens de paiement qu'utilisent nos utilisateurs en fonction de qui ils sont, et l'IA aussi permet de faire ça dans la personnalisation des messages qu'on envoie à nos utilisateurs. Alors il y a autre chose aussi, avant de poser ma question de politique au ministre, il y a aussi autre chose qui est frappant sur les sites de e-commerce au sens large, je ne vais pas donner le nom, c'est que vous achetez un truc sur un de ces sites, et puis immédiatement on vous propose une deuxième chose qui vient en complément de la première, puis une troisième chose qui vient en complément de la deuxième.
Et là, si vous voulez, par moment, là je parle en tant que citoyen, en tant que consommateur, il y a un côté un peu exaspérant. C'est-à-dire que vous êtes venu pour acheter un truc, et en fait, on vous met sur votre fiche tout de suite le plus machin et le plus truc. Alors, c'est pas très cher en rajout, mais vous n'en aviez pas besoin du tout, quoi. Bah avant, si vous allez dans les magasins physiques, ça s'appelle les devants de caisse, et donc vous achetez têtes des de gondole. chewing-gums ou des piles. Oui. Bon, bah là, c'est la même chose, mais en digital. Pas mieux. J'allais exactement prendre cet exemple. Monsieur le ministre, je me pose. On a Je vous abordé parle ces de mes questions. petits-enfants quand je les emmène pour faire le marché. Et puis il y a justement l'étal où il y a tous les bonbons qui sont là. Hein. Donc je leur explique que non, mais c'est pas si simple. Alors une question un peu de fond, parce qu'on l'a abordé tout à l'heure et Madame de Souza l'a réabordé aussi. C'est la question des règles. De ces sites mondialisés, de cette supply chain qui est mondialisée, avec des règles qui sont différentes, avec un respect de la RSE qui n'existe pas, enfin on peut l'imaginer. Bon, alors vous me direz, il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe, pourquoi est-ce qu'il y aurait une harmonisation de la RSE? Ça pose quand même un problème pour les consommateurs. Alors, oui, je peux faire juste une remarque en arrière, mais je réponds à votre question. Dans ceux qui ont été dissuadés d'acheter les 33 milliards, il y a peut-être une partie qui était des fraudeurs. Et donc, tant mieux s'ils ont été dissuadés. Non, là, je pense que c'est vraiment... L'étude, elle cible vraiment les abandons de transactions. Donc, il y a quand même une identification des fraudeurs. Oui, il y a sans doute peut-être une partie. C'est l'objectif. Ça devient tellement difficile qu'à la fin, il vous manque une étape parce que vous n'êtes pas la bonne figure qui se met en face de votre téléphone. Et donc, à ce moment-là, vous êtes bien obligé d'arrêter. Bon, enfin, bon, pardon. Mais sur les, comment vous dites, les frictions, là, moi, le jour où j'ai repéré sur mon compte en banque 3 petites transactions que je n'avais pas faites, j'ai été voir évidemment mon banquier qui immédiatement a mis en place tous les processus qui le convenaient. Et alors je supporte toutes les frictions possibles et imaginables maintenant. Ça me pose même plus aucun problème. D'autant plus qu'on arrive à avoir des choses plus intelligentes. Je vous parlais de la reconnaissance visuelle, par exemple, des choses de cette nature qui sont simples. Alors quand on voit ce qu'il faut mettre comme code pour accéder, vous avez déjà ouvert votre compte Amélie? C'est pas de la transaction commerciale. Hein? Non, mais là la friction, vous pas peur parce qu'il faut absolument. Alors là, allez-y, ouais. pour avoir vos documents qui vous sont envoyés par là, par votre médecin ou votre dentiste, etc. Vous allez voir tous les codes qu'il faut mettre et toutes les frictions. Bon, donc bref, on ne peut pas avoir de la sécurité sans avoir quand même quelques outils pour se faire. Je reviens à votre question qui est fondamentale. Quand on est sur ces transactions, certes, on pense à nous-mêmes. Alors, si vous êtes commerçant, c'est le boulanger du coin, c'est éventuellement le plombier, c'est éventuellement... Ils sont là et c'est rare qu'on aille acheter son pain dans un autre pays que chez soi. Mais pour la plupart de vos sites, par exemple, ils sont accessibles d'ailleurs que simplement de chez le voisin, même si le Bon Coin aime bien le voisinage. Alors quand on est sur un certain nombre d'autres grands sites qui sont complètement internationaux, ce sujet de l'harmonisation des règles et l'harmonisation de ce qui est imposé, mais aussi des sécurités, c'est un sujet absolument décisif. Alors, il l'est, mais on le voit dans beaucoup de domaines. Il l'est, par exemple, au niveau européen. Je vais vous prendre un autre exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec cela, mais il se trouve que j'ai le bonheur d'avoir des lois qui portent mon nom, parfois même qui portent mon nom avec un numéro 2 à côté. Donc, ce sont des règles donc, pour éviter la corruption, pour prévenir la corruption. Vous avez ça d'ailleurs qui s'impose aussi à vous, a priori, pour en tous les cas. Voilà. Donc, c'est des règles, hein, c'est embêtant, hein, etc. Ce n'est pas les mêmes que celles qu'il y a dans les autres pays européens. Ce n'est pas une bonne chose. La moindre des choses, c'est ce à quoi ils travaillent, c'est d'avoir une directive qui fait que vous soyez travailler en Allemagne, en Italie, en France ou même si ça peut être aussi en Grande-Bretagne, c'est une meilleure chose. Il y a ça aujourd'hui dans le domaine de ce qu'on appelle le devoir de vigilance, qui va aussi un peu s'imposer à vous. Vous allez vous poser des questions pour savoir d'où viennent vos produits, dans quelles conditions. Après, vous n'avez pas forcément toutes les réponses. Là, il y a une directive devoir de vigilance qui vient d'être adoptée, qui n'est pas encore applicable. Donc, tout ce qui permet, par l'unification ou l'harmonisation des règles, de faciliter ces transactions sur le territoire qui est votre territoire normal, et au moins un territoire européen, c'est indispensable. Alors évidemment, vous dépassez aussi le territoire européen. Et il y a un certain nombre de phénomènes. Moi, je suis numismate. Bien. Vous allez dire que je ne suis pas servi, puisqu'on est en train de supprimer les monnaies. Alors ça tombe bien, je suis numismate plutôt de l'Antiquité. Bon.
Autrefois, quand j'étais petit, pour acheter une pièce de monnaie, il fallait aller rue Richelieu ou là, dans ce coin où il y avait quelques boutiques. Et puis, on regardait ce qu'il y avait. Puis on achetait. Autour de la bourse. Autour de la bourse. Aujourd'hui, il y a un store, comme ils disent, avec tous les sites. Bon, il y a quelques sites français qui sont très bons. Il y a plein de sites, mais il y a des sites indiens, il y a des sites évidemment américains. Parmi ceux-là, je vais vous dire, il y en a quand même un certain nombre dont il vaut mieux se méfier. Mais le marché pour le numismate aujourd'hui, c'est un marché mondial. Et il paye comment? Il paye tout, alors par PayPal ou par des systèmes sécurisés, mais il est avec une volonté que la manière dont il va faire son commerce soit uniformisée et lui apporte à la fois les mêmes méthodes, mais aussi les mêmes sécurités. Parce que c'est pas simple, hein, votre monnaie, vous la recevez ensuite par la poste, vous ne la voyez pas. Bon, je prends ça parce que je sais ce que je connais. Il y a des sites dont on dit, ceux-là, on les met de côté. Mais là aussi, cette unification des règles au niveau international est fondamentale. C'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Dans le domaine strictement bancaire, il y a des banquiers ici, parce qu'il faut sécuriser le système bancaire. Parce que si on a compris que quand il y avait une banque, je ne sais pas où, dans tel État américain qui s'écroulait, ça avait un effet papillon, si je puis dire. Le monde entier, en 2009, s'est écroulé parce qu'il y avait une banque américaine qui s'était écroulée. Donc on a mis en place des règles, très vite, hein. Moi, j'étais là dans l'adoption de toutes ces règles, des règles de sécurisation du système bancaire international qui ont à peu près réussi à éviter des catastrophes de cette nature. Est-ce qu'on peut aller aussi finement? Moi, je le souhaiterais. Hein. Sur les questions de RSE ou d'écologie? Sur les RSE, je de pense traçabilité des produits. Même dans le domaine de, je parlais de la lutte contre la corruption, on est au fond dans quelque chose d'assez comparable, hein, la fraude, la corruption. Tout le monde dit que c'est pas bien la corruption, mais il n'y a que les membres de l'OCDE, c'est-à-dire 40 pays, on va dire grosso modo l'Occident, hein, qui sont membres de l'OCDE. Les autres n'ont pas pris les mêmes engagements de lutte contre la corruption. L'OCDE a le GAFI qui publie des listes noires ou des listes grises. Oui, mais enfin, la liste noire et la liste grise, ça ne veut pas dire que quand vous êtes sur la liste grise ou noire, vous avez pour autant changé vos comportements. Vous allez avoir tout le discours nécessaire pour dire que vous allez le changer, mais c'est pas forcément... Je connais personne qui dit « je suis pour la corruption », mais je connais des pays qui disent « je suis tout à fait contre la corruption », mais qui laissent leurs entreprises agir de manière libre dans un certain nombre de territoires, malheureusement les plus fragiles du monde. Donc voilà. Donc cet enjeu de l'unification, commençons déjà par l'Europe. Parce que ça, c'est nous, parce qu'on connaît, parce que c'est un lieu des capacités de négociation et de mise en place juridique. On a une capacité juridique de mise en place. Et je pense que dans votre domaine, il y a sûrement encore des progrès à faire. Je ne les ai pas en tête, mais il y a sûrement des progrès à faire. Et à partir de là, on peut peser dans la relation avec les Américains, par exemple, ou avec d'autres grands ensembles économiques et financiers. Il faudrait que tout ça débouche au G20. Enfin, le G20 était un lieu de concertation, de recherche des consensus efficaces. Aujourd'hui, voilà, je vous dis, le G20, c'est... L'émergence des BRICS, monsieur le ministre. Oui, mais marginaliser un peu le G20, mais c'est pas le... Non, c'est parce que justement, ils étaient émergés qu'on les a mis qu'on a créé le G20. Mais maintenant, le G20, quand j'ai connu le G20 au début de l'année 2014, la Chine et la Russie étaient coopérantes. Voilà, aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, juste un mot, et ensuite, j'aimerais poser une question pour conclure. Oui, non, très rapidement, juste pour vous dire, monsieur le ministre, que je crois qu'on est totalement en phase avec l'idée qu'il faut absolument harmoniser la réglementation. Sur le sujet du paiement, comme sur tous les autres, je pense qu'il y a un point très important aussi en termes de réglementation du paiement en Europe, c'est la question d'une réglementation qui va permettre de développer la concurrence, justement. Parce qu'on est quand même sur un marché dans lequel on a des acteurs du paiement très très forts américains, qui perturbent aussi, justement, qui imposent parfois des règles parce que leur position le leur permet. Et je dois dire que, par exemple, nous, on regarde avec beaucoup d'intérêt le wallet de l'EPI, donc European Payment Initiative, là, le WIRO. Vous parliez de wallet. Je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait ce type d'initiative qui se développe parce que, effectivement, parfois, nous, en tant que e-commerçants, on se retrouve confrontés à des pratiques d'acteurs qui sont extrêmement dominants, comme par exemple l'idée d'imposer un remboursement des litiges commerciaux. Finalement, on a des schemes qui vont proposer ça à leurs porteurs. Ce sera un avantage commercial pour ces schemes, mais ce sera finalement financé par les e-commerçants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, que la réglementation soit harmonisée. Merci. Et permette de développer vraiment des solutions et des concurrents au niveau européen. Voilà, donc je profite de votre occasion pour saluer la résilience quand même de nos TPE et de nos PME
qui traversent de lourdes difficultés. L'inflation, le coût de l'énergie, j'en parlais tout à l'heure, qui a mis aussi parfois, qui a obligé parfois des petits patrons à mettre la clé sous le paillasson. Bon, peut-être aussi des nouveaux sujets sur la grille des salaires des entreprises, avec une augmentation peut-être ou pas du SMIC. Enfin, tout ça grève évidemment les trésoreries des TPE et des PME. Et ma question est très simple. Là, on vient de parler de sécurisation, d'évolution rapide des moyens numériques pour sécuriser les paiements encore plus, au-delà des aspects juridiques. Est-ce que les TPE et les PME françaises que vous représentez ont les moyens financiers suffisant pour suivre l'acquisition ou la mutualisation via des cabinets conseils de toutes ces nouvelles technologies? C'est très compliqué pour nos entreprises, très compliqué. Comme vous l'avez dit, les coûts ont baissé, mais aujourd'hui, on paye encore de trop. Les entreprises souffrent en permanence. C'est un enjeu lourd pour nos petites entreprises, l'électricité, le gaz, la matière première, tout l'emballage. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont vraiment sur le bord du seuil de fermeture. Donc il faut qu'on arrive à avancer sur ces sujets et pouvoir les sauver et les préserver. C'est une évolution en permanence, mais aujourd'hui on a des entreprises qui sont vraiment sur le point de la fermeture. Donc il faut qu'on les aide, qu'on les accompagne, mais il faut aussi être très prudent sur ces sujets-là. Voilà, on va marquer une pause pour déjeuner tous ensemble. On va continuer évidemment de parler de ces sujets. Tout à l'heure à 14h, nous aurons l'intervention de Philippe Lolani, le directeur général de Cartes Bancaires. Je voudrais remercier très chaleureusement le ministre Sapin, Madame Barato, Madame De Souza et Monsieur Dumas. Merci beaucoup.